de manière synthétique, depuis les années 1980, finalement, on a deux processus parallèles hein, sur l'industrie et le monde ouvrier. On avait parlé déjà ensemble de la désindustrialisation. Et ben, cette désindustrialisation, en termes de stratification sociale, en termes de structure sociale, elle provoque ou elle s'accompagne d'un déclin qu'on peut questionner, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, mais elle s'accompagne d'un déclin du monde ouvrier. Puisqu'on avait vu que les effectifs ouvriers étaient en chute libre, euh, ça c'est un premier paramètre hein, qui peut alimenter ce déclin du monde ouvrier, mais au-delà du déclin numérique des ouvriers, c'est-à-dire que le fait que les effectifs ouvriers sont de moins en moins nombreux, au-delà de ce déclin numérique, il y a d'autres phénomènes qui peuvent affaiblir le monde ouvrier parce qu'ils affaiblissent la sociabilité ouvrière, d'accord? C'est-à-dire qu'ils affaiblissent finalement l'intensité, la densité des liens que les ouvriers avaient tissés entre eux tout au long du 19e et du 20e siècle. Donc affaiblissement des sociabilités ouvrières et affaiblissement du coup d'une conscience de classe et donc d'une conscience politique ouvrière. D'accord? Alors, quels sont ces processus qui font que la conscience de classe ouvrière, que la sociabilité ouvrière se délite? Eh bien, une des explications principales, c'est la fragmentation du monde ouvrier. Et cette fragmentation du monde ouvrier, elle est liée aux nouvelles stratégies des entreprises, et notamment des grandes entreprises industrielles, qu'on avait étudiées ensemble. Par exemple, les stratégies des grandes entreprises industrielles d'externalisation et les stratégies des grandes entreprises industrielles de recours à l'emploi à durée déterminée et aussi à l'intérim. Tout ça fait que les sites industriels ont tendance à se réduire en taille. Hein, les effectifs présents sur les sites industriels sont de moins en moins nombreux. Et en plus, ces effectifs sont beaucoup plus tournants. C'est-à-dire que vous avez très peu aujourd'hui de carrières ouvrières, ça existe évidemment encore, mais il y a de moins en moins de carrières ouvrières qui se déroulent pendant 20, 30, 40 ans dans la même industrie, dans la même usine. Hein. Vous avez de l'emploi à durée déterminée, de l'emploi intérimaire, qui fait énormément tourner les personnes qui sont présentes sur les sites industriels. Donc des groupes moins nombreux, des groupes plus hétérogènes aussi, des groupes qui changent souvent, tout ça affaiblit les liens de sociabilité entre les ouvriers et la conscience qu'ils ont d'appartenir à un collectif qui est soudé et qui est homogène. Fragmentation donc de cet emploi ouvrier par ces nouvelles stratégies des grandes industries. Première chose. La deuxième chose aussi, c'est que l'emploi lui-même des ouvriers a tendance à changer et que les ouvriers qu'on appelait spécialisés, hein, donc qui avaient des tâches très répétitives, sont de plus en plus remplacés par des machines en fait. Hein, la production est robotisée. Et c'était ces ouvriers spécialisés qui étaient le cœur de la classe ouvrière, hein, puisque c'est eux qui avaient les emplois les plus répétitifs et les plus pénibles, et qui étaient les plus politisés, qui étaient les plus mobilisés. Donc la robotisation de la production également enlève au monde ouvrier des ouvriers spécialisés qui étaient le cœur quelque part de la conscience de classe, qui était le cœur de la classe ouvrière. Donc, réduction de la taille des effectifs ouvriers, des effectifs qui sont tournants, des effectifs qui étaient les plus mobilisés, qui sont laminés, notamment les ouvriers spécialisés, et puis face à l'insécurité de l'emploi qui grandit dans les années 80 et 90, avec un chômage massif qui s'installe, vous avez de plus en plus d'hésitation, et on peut très bien le comprendre, de la part des ouvriers, de plus en plus d'hésitation à défendre leurs intérêts et à se mobiliser politiquement, puisque ça devient finalement quelque part risqué, disons, d'être celui qui prend la parole, celui qui défend ses camarades, étant donné que la menace du chômage n'est jamais loin. La menace du licenciement et du chômage est assez présente. Tous ces facteurs contribuent donc à un affaiblissement hein, des revendications ouvrières et sans doute d'une forme de conscience collective, d'une conscience de classe ouvrière. Ce qu'on peut dire aussi,
toujours dans cette idée d'affaiblissement du collectif et de la conscience de classe ouvrière, c'est que les grandes industries, encore une fois, qui étaient le cœur de la mobilisation de la classe ouvrière, les grandes industries dans lesquelles les bastions, hein, les bataillons, on pourrait dire, d'ouvriers étaient les plus importants, ce sont les secteurs les plus en difficulté. C'est le textile, c'est la sidérurgie, c'est la métallurgie, c'est le secteur automobile. C'était des secteurs vraiment historiques de la grande industrie française qui recrutaient les ouvriers les plus mobilisés. Et ce sont tous ces secteurs qui se retrouvent les plus frappés par la désindustrialisation. Voilà. Alors, ça, ce sont des facteurs, on pourrait dire, objectifs, hein. Objectivement, il y a plein de raisons et qui expliquent que le monde ouvrier, que la conscience ouvrière s'affaiblisse. Et puis, en termes de valeur et de représentation sociale, l'univers ouvrier, finalement, se teinte progressivement d'une coloration un peu passée, un peu dépassée, un peu désuète. Et finalement, pour le dire un peu trivialement, un peu simplement, le monde ouvrier ne fait plus rêver. C'est plus dans l'air du temps. Euh, la famille ouvrière, par exemple, c'est une famille qui était, alors, disons, lorsque les enquêtes sociologiques étaient menées sur les ouvriers au 19e et au 20e siècle, c'est une famille qui est très traditionnelle finalement, très attachée au découpage des rôles sociaux entre les hommes qui sont la force de travail et qui vont ensuite au café après le travail, et les femmes qui s'occupent de la famille et des enfants. Donc il y a une forme de conservatisme finalement des mœurs dans la famille ouvrière qui n'est plus trop en phase avec les nouvelles valeurs des sociétés post-industrielles à partir des années 80. Donc le modèle ouvrier apparaît un peu désuet, et puis même politiquement, dans les discours politiques, l'idée de classe ouvrière, l'idée du groupe ouvrier disparaît progressivement des discours politiques. Et même des discours politiques, des partis qui sont censés les représenter, comme le Parti socialiste en France ou comme le Labour Party en Angleterre, c'est les partis politiques qui progressivement abandonnent le vocabulaire un peu tiré des ouvrages de Marx, le vocabulaire en termes d'exploitation, le vocabulaire en termes d'aliénation, le vocabulaire même, le mot même ouvrier, hein, a tendance à disparaître des discours et il est remplacé par des discours plus modernisateurs sur les opérateurs industriels, sur les gains de productivité qu'il faut assurer, sur les restructurations industrielles qu'il faut assurer également. Bon, donc, en termes de valeurs sociales et en termes d'univers politique, les ouvriers ont tendance à disparaître aussi progressivement des sociétés à partir des sociétés développées, hein, depuis les années 1980. Bon, les partis, comment dire, les partis politiques, hein, qui se revendiquent des ouvriers, eux-mêmes ont tendance à décliner comme le montrent les résultats du Parti communiste français depuis les années 80, qui sont des résultats en chute libre. Alors je vois que j'avais pas très bien référencé mes documents là dans le cours, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Éventuellement je referai une version avec les numéros mis à jour, parce que je vois que là il y a l'air d'avoir des petites coquilles là-dedans. Voilà. Alors j'ai quand même voulu signaler pour terminer ce cours, vous me direz ensuite si les questions se posent, mais j'ai voulu terminer ce cours en rappelant bien que on peut parler donc d'un déclin de cette conscience ouvrière ou même de ce monde ouvrier, hein, de cet univers ouvrier qui a marqué les sociétés au 19e et au 20e siècle. Ça ne signifie pas que le, le- la catégorie d'emploi ouvrier ou que les emplois ouvriers ont complètement disparu. Et on peut même dire que les emplois, disons, de type ouvrier se sont déplacés dans le secteur tertiaire. Si on considère des emplois répétitifs, sur lesquels il n'y a pas besoin de beaucoup de qualifications, qui sont malgré tout, qui sont malgré tout pardon, responsables de la production d'un service, alors des emplois ouvriers, ce qu'on appelle les ouvriers du tertiaire, les emplois ouvriers finalement existent encore et ils existent massivement dans les pays développés. Donc c'est des emplois euh, de- aussi bêtes que par exemple fabriquer des hamburgers chez McDonald's. Je ne vous ai pas mis un document, je pourrais éventuellement vous le retransmettre par la suite, mais une enquête sociologique qui décrit un petit peu le travail chez McDonald's et en fait la fabrication
d'un hamburger, c'est du travail à la chaîne. D'accord? C'est chaque tâche est chronométrée. Vous avez 15 secondes pour mettre le pain, vous avez 1 minute 15 pour cuire le steak, vous avez 5 secondes pour mettre la salade. C'est chronométré, chacun a sa tâche, tout est fait dans l'efficacité maximale du travail, donc c'est une forme d'emploi ouvrier, alors que McDonald's, c'est le secteur du service, donc ce sera comptabilisé hein, comme un emploi dans les services. Voilà, donc ça c'est, je refais là un tour très rapide hein, du cours tel qu'il était présenté. Vous me dites évidemment s'il y a des questions là-dessus. Il me semble que j'avais bien numéroté les documents, hein. Je vais quand même vérifier avec vous que les documents étaient numérotés. Il faudra juste que je reporte mieux les documents dans le cours. J'espère que pour vous c'était relativement clair quels étaient les documents qui étaient associés à chaque fois au cours. Alors, document, oui, il me semble 32, 33, oui, c'était, j'avais numéroté, hein. C'est juste que j'avais pas reporté les numéros dans le cours. Donc, alors, s'il n'y a pas de questions là qui se posent directement, je vais répondre à une question hein, qui m'a été posée par, je crois que c'est Andris qui m'envoie une question par mail, concernant ce qu'on appelle les politiques de restructuration industrielle. Alors, c'était dans le cours, je vais vous remettre le passage du cours pour que tout le monde voit de quoi il s'agit. C'est ici. Je vais le souligner. Politique de restructuration industrielle. Donc, avant de parler de politique de restructuration industrielle, je rappelle que ce qu'on appelle déjà restructuration industrielle. Lorsque on parle de restructuration industrielle, on parle d'une stratégie d'une entreprise ou d'un secteur industriel. Donc, par exemple, on pourrait parler de Renault ou du secteur automobile. Une entreprise ou un secteur industriel qui décide de rationaliser la production. Alors souvent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie fermer certains sites de production, regrouper la production dans d'autres sites déjà existants. Souvent, cela signifie, quand on parle de restructuration, alléger la masse salariale, c'est-à-dire licencier un certain nombre de travailleurs et espérer que ceux qui restent soient plus productifs dans la nouvelle organisation pour que le chiffre d'affaires et les bénéfices se maintiennent, voire augmentent. Donc, restructuration industrielle, ça signifie réorganisation de l'entreprise par une nouvelle organisation des sites de production et une nouvelle organisation aussi, pourquoi pas, des sites de direction de l'entreprise, en espérant faire des gains sur les coûts de production et en espérant ainsi redresser la rentabilité de l'entreprise ou du secteur industriel. Voilà, ça c'est pour une restructuration industrielle. Euh, alors, il y a des exemples en ce moment même, hein, liés évidemment à l'épidémie de coronavirus, mais les entreprises sont en difficulté et vous avez des grosses entreprises industrielles françaises qui en ce moment sont en train de produire des plans de restructuration en espérant alléger leurs coûts et redresser leur rentabilité. Renault, par exemple, ou Air France ont annoncé là dans les dernières semaines des plans de restructuration et tous ces plans de restructuration en général s'accompagnent d'une réduction des effectifs et l'effectif réduit restant est censé apporter davantage de productivité et être plus efficace pardon, dans la production. Restructuration industrielle. Quand on dit politique de restructuration industrielle, alors c'est dommage parce que je vois que Andris vient de quitter la session alors que c'est elle qui avait posé la question. Donc de toute manière, on pourra rattraper avec la vidéo bien sûr. Alors quand on dit politique de restructuration industrielle, cela signifie quoi? Cela signifie que c'est l'État, via le gouvernement, qui va orienter, Andrés qui revient, j'espère que tu vas pouvoir suivre, je vais reprendre. Lorsqu'on parle de politique de restructuration industrielle, ça signifie que l'État et le gouvernement qui gère l'État va être le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, pardon, de la restructuration industrielle. C'est-à-dire que les décisions et les grandes orientations vont venir de l'État.
C'est en général, lorsqu'on parle de politique de restructuration industrielle, on parle de situation dans laquelle l'État est souvent actionnaire majoritaire ou actionnaire important des entreprises industrielles. C'est-à-dire lorsqu'il a un poids dans la décision des entreprises qu'il s'agit de restructurer. Alors, le meilleur exemple des politiques de restructuration industrielle en France, c'est des politiques de restructuration industrielle qui ont accompagné le fameux tournant de la rigueur, vous savez, de 1983. Hein, vous vous rappelez de cet épisode? Après 2 ans de tentatives, même 1 an et demi de tentatives de relance, disons de type keynésienne, en 1980-82 par le premier gouvernement de François Mitterrand, donc avec une augmentation de la dépense publique, avec des plans de relance justement dans le secteur industriel. Le tournant de la rigueur fait qu'on va changer d'optique, on va changer de stratégie et ça conduit dans l'industrie à des politiques de restructuration industrielle dans 3 secteurs principalement, qui sont les chantiers navals, qui sont les charbonnages, hein, donc la production de charbon et d'électricité, et dans le secteur de la sidérurgie. Donc dans ces 3 secteurs-là, en France, en 1984, vous avez des plans qui sont fabriqués par l'État et qui obligent les entreprises à se restructurer. Par exemple, en 1984, dans la sidérurgie, il y a ce qu'on appelle le plan acier. Et le plan acier, c'est une restructuration des entreprises de la sidérurgie, notamment dans la région de la Lorraine. Et ça conduit à la suppression d'environ à peu près 30 000 emplois sont supprimés entre 1984 et 1987. Donc, restructuration industrielle, c'est des industries, des entreprises qui choisissent d'elles-mêmes de se restructurer, de se réorganiser pour plus de rentabilité. Politique de restructuration industrielle, c'est lorsque l'État pilote son industrie nationale en demandant à certains secteurs des efforts pour redresser la compétitivité, pour redresser la capacité de ces industries à produire de la valeur et à rester capable de concurrencer les productions étrangères finalement. C'est aussi ça l'enjeu dans les années 1980. Voilà, alors André, c'était une question très intéressante, assez compliquée finalement. Je ne sais pas si tu as pu suivre la réponse convenablement, j'espère que ça allait. Tu peux me dire si la réponse a pu t'aider à comprendre la notion. Voilà, c'est vraiment une question intéressante. Alors, c'est des questions, encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est vrai, vous inquiétez pas, c'est des questions qui vont être encore une fois retravaillées en deuxième année, puisque vous avez une partie du programme de deuxième année qui porte sur les politiques industrielles. D'accord? Donc forcément, dans ce chapitre sur les politiques industrielles, vous reverrez comment est-ce que les États ont pu piloter les industries nationales et notamment lorsqu'il a fallu les restructurer. Alors, Alan, donc merci pour ta question. Est-ce que l'économie de guerre peut être considérée comme une restructuration industrielle? Euh, euh, alors, peut-être pas le terme de restructuration ne serait pas ici le plus adapté, parce que vraiment, quand on dit restructuration, c'est lorsqu'on a un secteur existant qui produit donc, disons, des automobiles. On veut que ce secteur continue à produire des automobiles, mais de manière plus efficace, moins coûteuse et plus rentable. Alors que lorsqu'on dit économie de guerre, on a plutôt une redéfinition industrielle, on pourrait dire ça comme ça, parce que on a un secteur par exemple qui construit des automobiles. Alors Renault, c'est un très bon exemple. On a un secteur qui construit des automobiles et on va lui demander de construire des tanks ou des munitions. D'accord? Donc c'est pas une restructuration industrielle, c'est une redéfinition du secteur industriel, une redéfinition de la production industrielle, on pourrait dire, mais c'est pas une restructuration puisqu'on va changer l'objectif pardon de production. Par contre, là où ça ressemble, enfin là où c'est juste de parler enfin là où la notion pardon de restructuration pouvait se comprendre, c'est lorsqu'on parle de politique. L'économie de guerre, c'est une économie politique dirigée par l'État, ça c'est clair. Ok Alan, c'est bon pour cette réponse? Ok, très bien. Alors, je voulais vous montrer donc rapidement un document. Vous n'hésitez pas s'il y a des questions qui continuent de se poser, bien sûr, mais j'en profite pour, je continue d'avancer. Alors, non, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer.
Alors, excusez-moi, le temps que je retrouve. Voilà. Alors, voilà le document que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est assez intéressant quand on parle de classe sociale, puisque là, avec les ouvriers, on s'intéresse forcément à cette notion de classe sociale. Et bien se rappeler que dans la définition de classe sociale, il y a deux, voire trois choses qui sont importantes. C'est définir des conditions objectives d'appartenance à la classe sociale, c'est-à-dire un niveau de revenu, pourquoi pas des valeurs communes, des pratiques communes de consommation de loisirs. Donc il y a des critères objectifs de définition de la classe. Et ensuite, il y a des critères qui sont plus subjectifs, disons, qui sont le sentiment d'appartenance. La classe sociale, elle devient classe sociale lorsque ses membres ont le sentiment d'appartenir à cette classe. Et, euh, et disons la représentation collective et la défense collective de ses intérêts. Donc la construction d'organisations politiques ou syndicales qui défendent la classe. Alors ici, ce qui m'intéresse, alors vous allez le voir sans doute, enfin je vais d'ailleurs vous laisser d'ailleurs essayer de le deviner par vous-même. On travaille sur la classe ouvrière. Qu'est-ce qui, dans ce document, est intéressant par rapport à cette idée de classe ouvrière et à cette idée de déclin de la classe ouvrière depuis les années 1980? Je vous laisse regarder le document rapidement. À votre avis, qu'est-ce qui peut être retiré de ce document en ce qui concerne cette classe ouvrière et ce sentiment d'appartenance à la classe ouvrière? Donc, rien de très compliqué. Il n'a pas l'air de vouloir participer. Je les insulte. Même dans le chat. Oui. Alors, je vous aide un petit peu. Je vous aide un petit peu, puisque je disais. Ah, voilà, merci Laetitia, sinon tu prends la parole. Parce que je disais que là, vous n'étiez peut-être pas très enclin à la participation. Alors, oui, du coup, Laetitia, je te laisse la parole. Alors, moi, je remarque que la classe ouvrière, plus les années avancent et plus, je dirais pas le sentiment d'appartenance tend à disparaître, mais le sentiment d'appartenance à cette classe est de plus en plus faible, alors que pour les autres classes, ils croient un peu plus que la classe ouvrière. Ok, merci Laetitia. Donc, effectivement, il y a de bons éléments dans ta réponse. Je vais encadrer finalement la ligne qui nous intéresse ici. Alors, sauf que là, je ne l'ai pas fait correctement. Donc, je vais essayer de le refaire un petit peu mieux. Hop. Donc oui, mais je pense que vous aviez repéré, mais je l'encadre quand même pour que ce soit bien clair. Voilà. C'est cette ligne qui ici m'intéresse particulièrement. Alors avant cette ligne, il y avait quand même aussi, j'encadre une deuxième ligne qui est ici. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une classe sociale? Et ensuite, on observe les réponses pour la classe ouvrière. Je te laisse la parole juste après, Anaïs. Donc, le sentiment d'appartenir à une classe sociale, on voit que dans le temps, finalement, il est relativement stable. C'est-à-dire qu'en France, lorsqu'on demande aux Français leur opinion, ils sont toujours à peu près un peu plus de la moitié, un peu moins de deux tiers, donc autour de 60%, à estimer appartenir à une classe sociale. Euh, ce ce qui est un pourcentage important, mais qui laisse quand même près d'un tiers de la population, parfois plus, euh, à l'écart de cette idée qu'ils appartiennent à une classe sociale. Donc ça veut dire que finalement dans notre société contemporaine, vous avez un tiers, un bon tiers, plus d'un tiers de la population qui sont dire que bon non, ils n'appartiennent pas à une classe sociale, ils sont finalement des individus dans une société, mais ils n'ont pas de sentiment d'appartenance à une classe sociale. Pour la classe ouvrière, comme l'a dit Laetitia, qu'est-ce qu'on constate?
on constate que le pourcentage des personnes qui répondent se sentir appartenir à la classe ouvrière, c'est un pourcentage qui est en diminution constante depuis les années 80, avec au départ quelques variations un peu instables, mais quand même sur le long terme, entre les années 80 et les années 2010, une vraie diminution de ce sentiment d'appartenance. Alors Anaïs, excuse-moi, je te laisse la parole. Alors, j'allais juste ajouter que le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, il diminue. Il est divisé par quasiment 3, enfin plus de 3. Et, et dans le même temps, on constate qu'il y a une augmentation du sentiment d'appartenance aux classes moyennes. Mais la classe moyenne, c'est la seule classe, entre guillemets, pour lequel le sentiment d'appartenance évolue, parce que pour les autres classes, y compris les cadres et les il tend à diminuer et voilà. D'accord, merci pour cette remarque. Alors, que je vais utiliser en la nuançant peut-être un petit peu, mais c'est vrai que ce qui est assez marquant, c'est qu'on a une classe, finalement, il y a une seule classe pour laquelle la diminution est aussi drastique, aussi radicale, ce sont les ouvriers. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance qui décline à ce point, c'est la classe ouvrière. Et encore une fois, ça renvoie à ce que je disais dans le cours, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que le mot ouvrier, que l'univers ouvrier, finalement, semble un petit peu aujourd'hui dépassé. On est dans une société post-industrielle, post-ouvrière, et donc ce sentiment d'appartenance s'est considérablement effrité. Vous avez une autre classe, un autre groupe social dans lequel le sentiment d'appartenance, lui, a tendance à croître de manière importante. Ce sont les classes moyennes, on en parlera jeudi. Mais je pose déjà la question, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'appartenance à cette classe-là? Parce que cette classe, finalement, elle est très peu définissable. Les contours, on va le voir, sont assez flous. Et les classes moyennes, ça veut finalement dire beaucoup de choses. Donc, c'est plus facile de se sentir appartenir à un groupe social lorsque finalement, il n'y a pas vraiment d'une définition claire du groupe. Alors, parce qu'après, tu parles des cadres ou de la bourgeoisie. Alors, là, quand même, les évolutions sont très timides et on pourrait presque parler là d'une stabilité, quand même, du sentiment d'appartenance. Euh, pour la bourgeoisie, on parle à chaque fois de 4% de ceux qui se sentent appartenir à la classe sociale, qui se sentent bourgeois. On passe de 4% dans les années 80 à 3% aujourd'hui, donc c'est quand même relativement stable. Pour les cadres, on passe de 6% à 4%, mais ils étaient encore 6% en 2001. Donc là, on a plutôt une relative stabilité. Le vrai déclin, ça concerne le sentiment d'appartenance à la classe ouvrière. Et éventuellement, on aurait pu le commenter aussi, la classe des paysans, des agriculteurs, qui connaît la même évolution ici parce que on l'avait vu aussi, l'effectif de cette catégorie de la population, de cette catégorie de travailleurs a tendance à diminuer. Alors Anaïs, oui, je te redonne la parole. Ah non, c'est bon, monsieur, j'avais juste oublié de retirer le problème. Ok, d'accord. Bon. Alors, par rapport à la question qui est posée, qu'est-ce qui pose à Anaël, oui. Les ouvriers auraient plus tendance à s'identifier comme classe ouvrière. Alors, justement, de moins en moins finalement, Anaël, c'est le sens de ce document et c'est le sens du cours qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les ouvriers contemporains n'ont plus tellement tendance ou de moins en moins tendance à s'identifier comme classe ouvrière. D'accord? Parce que finalement, les travailleurs aujourd'hui qu'on pourrait qualifier d'ouvriers, qui travaillent dans l'industrie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent très bien aussi travailler dans le tertiaire quelque part. On peut parler d'ouvriers du tertiaire. Ces membres ouvriers, ces emplois ouvriers, sont de plus en plus isolés. Alors oui, si tu voulais dire moyenne, d'accord. Donc, on, on peut dire effectivement qu'aujourd'hui, les ouvriers peuvent de plus en plus s'estimer appartenir à la classe moyenne, se considérer comme membres des classes moyennes, parce que leur niveau de revenu finalement, pendant les Trente Glorieuses, avait plutôt bien progressé et ils avaient rattrapé des niveaux de consommation qui pouvaient les intégrer à la classe moyenne, on en reparlera jeudi. Euh,
Donc oui, il y a ce, on pourrait dire ce déversement hein, du groupe ouvrier vers un sentiment d'appartenance à la classe moyenne, mais ce qu'on voit surtout, c'est que les ouvriers ne se considèrent plus tellement appartenir à une classe, ou alors ils vont se sentir appartenir à des classes qu'ils vont appeler populaires ou des classes pauvres, hein, exclues. C'est pour ça que le sentiment de non-appartenance à une classe sociale, il est aussi intéressant, hein, je le remonte avec mon pointeur ici, puisque les ouvriers de plus en plus vont considérer qu'ils n'appartiennent pas à une classe sociale, mais qu'ils sont des individus dans une société. Par exemple, les employés de l'intérim ne se sentent pas tellement appartenir à une classe sociale parce qu'ils ne sont pas assez intégrés finalement à une sociabilité ouvrière et à un combat politique ou syndical ouvrier. Mais malgré tout, ils peuvent se sentir trop fragilisés pour appartenir à la classe moyenne. Dans ce cas-là, bon bah non, j'appartiens pas à une classe moyenne, j'appartiens pas pardon à une classe sociale. Ou alors, si c'est une classe sociale, c'est plutôt une classe défavorisée, une classe populaire. Ok, Anaël? Mais c'est vrai qu'une partie des ouvriers contemporains peuvent s'assimiler à la classe moyenne parce que justement, vous avez un certain nombre d'emplois ouvriers, hein, je l'avais signalé dans le cours précédent, un certain nombre d'emplois ouvriers qui devient quand même plus qualifiés, hein, ceux qu'on appelle aujourd'hui les techniciens par exemple et qui s'occupent de l'entretien ou de la maintenance des machines et des robots. Là, vous avez quand même des emplois qui sont relativement qualifiés, qui sont des emplois ouvriers. Et là, ces ouvriers peuvent avoir tendance plutôt à s'assimiler, à se considérer comme membres des classes moyennes. Ça, c'est tout à fait juste, hein. Voilà, alors c'est un document que je vous remettrai hein, pour le cours aussi sur les classes moyennes. Je vais vous l'intégrer au document de cours, comme ça vous l'aurez dans vos documents, hein, dans vos fichiers. Il est quand même assez important à connaître. Alors, évidemment, vous n'avez pas à connaître par cœur hein, comment dire, tous les chiffres de toutes les années hein, des sentiments d'appartenance, mais essayez de retenir des bornes, notamment pour la classe ouvrière, hein, montrer que parmi les Français qui se sentaient appartenir à la classe ouvrière, un tiers dans les années 80 se sentait appartenir à la classe ouvrière, alors qu'aujourd'hui ils sont moins de 10%. Vous voyez, ces bornes-là, on peut essayer de les retenir malgré tout pour montrer que le sentiment d'appartenance hein, à la classe ouvrière a tendance à décliner. Et si le sentiment d'appartenance décline, alors on peut dire que la classe elle-même a tendance à disparaître, ou en tout cas à s'effacer, hein, puisque c'est par définition, c'est dans la définition de la classe sociale euh, que, 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 que le sentiment d'appartenance joue un rôle. Il y a des conditions objectives d'appartenance, il y a un sentiment d'appartenance et il y a une représentation politique ou une organisation collective de défense des intérêts.